Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer un cours sur la question de la conscience et de l'inconscient. Et le sujet que je me propose de traiter avec vous est le sujet suivant. Peut-on vraiment être soi-même? Peut-on vraiment être soi-même? Alors, normalement, je vous laisserai du temps pour réfléchir à la formulation du sujet, au concept qui le mobilise, ainsi qu'à une éventuelle problématisation. Je ne vais pas faire tout cela, évidemment, ça n'aurait pas de sens de me taire pendant 25 minutes et de vous laisser réfléchir. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Peut-on vraiment être soi-même? Il y a à l'évidence, au cœur de ce sujet, la question de l'identité. La question de l'identité personnelle. Qu'est-ce qui peut être soi-même? Qu'est-ce qui peut être soi-même? Est-ce qu'une chaise peut être elle-même? Est-ce qu'une, est-ce qu'un tableau? Est-ce qu'un bâtiment? Est-ce qu'un stylo peut être lui-même? Est-ce qu'un objet inerte peut être lui-même? La réponse, à l'évidence, est non. Et pourtant, ces objets existent sous la forme d'une identité qui traverse le temps. Et une des questions qu'on va commencer à se poser est de savoir ce qui va distinguer l'identité personnelle propre aux êtres conscients, voire peut-être uniquement à certains êtres conscients que sont les êtres humains, et l'identité des choses, l'identité des objets inertes, dépourvus de conscience. Quelle est cette différence? En réalité, cette différence n'est pas facile à saisir. Je voudrais partir d'un texte de Hobbes euh, qui parle d'un mythe, celui du bateau de Thésée. Thésée, c'est celui qui va partir pour le labyrinthe de Minos pour affronter le Minotaure dans la théologie, enfin, la mythologie grecque. Thésée est donc un héros qui va partir il me semble que c'est de la cité d'Athènes, à moins que je me trompe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, je vérifie simplement. Euh, c'est euh, oui, d'après Plutarque, le bateau serait parti effectivement d'Athènes, dont d'ailleurs cité dont Thésée deviendra par la suite le roi. Alors, que nous dit le mythe? Le mythe nous raconte que après avoir sauvé les otages que le roi Minos euh, avait euh, offert en offrande au monstre, le Minotaure, euh, Thésée va revenir victorieux à Athènes et en hommage à... alors excusez-moi, ce n'est pas le roi Minos, c'est le roi Égée, roi d'Athènes, que Thésée va détrôner. Eh bien, après avoir ramené les otages du labyrinthe du Minotaure, le bateau de Thésée va être conservé par les Athéniens pendant des siècles. Alors comment les Athéniens vont-ils s'y prendre? À chaque fois qu'une pièce du bateau de Thésée
est endommagé, gâté par le temps, abîmé par l'usure, les Athéniens vont remplacer cette pièce du bateau par une pièce neuve, mais euh, Hobbes va imaginer qu'avec les anciennes pièces du bateau de Thésée, les Athéniens reconstruisent en fait un autre bateau. Quel sera le vrai bateau de Thésée? Celui qui va être conservé par les Athéniens ou celui qui va être reconstruit à partir des pièces originales du bateau de Thésée? Euh, je vous lis le texte, il est tiré du livre Décorporé qui en fait sert de métaphysique à Hobbes. En tout cas, c'est le traité dans lequel Hobbes va se demander quelle est la nature de la réalité. Et donc c'est le chapitre 11 du Décorporé qui porte sur la catégorie de l'identité et de la différence. Une même chose peut être comparée à elle-même à tel ou tel moment, d'où provient parmi les philosophes la controverse du principe d'individuation, savoir si un homme âgé est le même que lorsqu'il était jeune. Certains situent l'individualité dans l'identité ou l'unité de la matière ou de la forme ou dans la somme des deux et de tous les accidents. Selon la première opinion, celui qui pêche et celui qui est puni ne seraient pas les mêmes à cause du flux de la matière. Selon la deuxième, deux corps existant en même temps seraient un et numériquement identiques. En effet, si le navire de Thésée, après y avoir enlevé les anciennes planches et en avoir mis de nouvelles, était le même qu'auparavant, et si, avec les anciennes planches composées de la même manière qu'auparavant, on fabriquait à nouveau un navire, celui-ci serait sans aucun doute le même que le premier navire de Thésée. Si donc il était le même après, il suivrait de là que deux navires seraient numériquement les mêmes. Autrement dit, qu'il n'y aurait qu'un seul navire. Selon la troisième opinion, rien ne serait tout à fait le même qu'auparavant à cause du changement continu des accidents. Donc, le principe d'individuation ne doit pas toujours s'estimer d'après la matière seule, ni d'après la forme seule. Il faut donc considérer par quel nom chaque chose est dite lorsqu'on s'enquiert de son identité, car il y a une grande différence entre demander de Socrate si c'est le même homme et si c'est le même corps. Alors que nous dit Hobbes, que nous dit Thomas Hobbes dans le chapitre 11 du Décorporé? Hobbes se pose la question de savoir ce qui relève de ce qui permet de caractériser l'identité d'un objet. Et il y a plusieurs candidats, plusieurs critères qui pourraient servir à identifier un objet. Le premier critère consisterait à dire que l'identité d'un objet est fixée par l'identité matérielle à travers la durée. À travers la durée. Autrement dit, un objet, une chose serait la même à partir du moment où sa matière resterait identique à travers le temps. Prenons non pas l'exemple du bateau de Thésée, mais celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quelle est la Notre-Dame? Quelle est la vraie Notre-Dame? Quelle est la Notre-Dame identique à elle-même à travers le temps? Eh bien, on pourrait considérer qu'après l'incendie de Notre-Dame, le fait qu'on utilise une autre matière que celle utilisée par les architectes charpentiers du Moyen Âge, à l'époque de son édification, et bien tout cela fait que la Notre-Dame que nous allons connaître dans quelques années ne sera pas exactement celle que les Parisiens connaissaient juste avant l'incendie, celle que les Parisiens connaissaient depuis le Moyen Âge. Le fait de changer la matière d'un édifice, le fait d'en
modifier, la matière, pourrait suffire à se dire que, bah, effectivement, ce n'est plus tout à fait la Notre-Dame que nous connaissions. On pourrait se dire au contraire que, ce qui va caractériser l'identité de Notre-Dame à travers le temps, c'est sa forme. On avait, évoqué, dans des commissions sénatoriales le fait de, modifier la structure de l'édifice, en, faisant une terrasse, en faisant, du toit de Notre-Dame, une sorte de verrière, et cetera, et cetera. Hem, à l'évidence, le critère de la forme est un critère qui, semble être, décisif. On pourrait se dire que, une chose n'est plus identique à elle-même à partir du moment où sa forme est modifiée, sa forme est altérée. Notre-Dame serait-elle encore Notre-Dame si elle était, si on lui greffait une nouvelle flèche ou si on ouvrait son toit pour y accueillir une terrasse avec, je ne sais pas moi, une piste de danse et une discothèque. À l'évidence, la réponse serait probablement pas. Et pourtant, ni la matière ni la forme ne semblent être suffisantes pour caractériser l'identité d'une chose. On peut très bien considérer que, par exemple, une forêt reste la même, bien que les arbres perdent chaque saison, chaque année, leurs feuilles, bien il puisse y avoir un incendie qui ravage une partie de la forêt. D'autres arbres pousseront là où les arbres ont été calcinés, etc., etc. Autrement dit, au-delà de l'altération de la forme et de la matière, on peut considérer qu'il y a d'autres critères qui doivent permettre de caractériser l'identité d'une chose. Alors, on pourrait dire qu'à ce moment-là, et c'est la solution que va proposer Hobbes, on devrait pouvoir dire que est identique ce que l'on peut nommer de manière identique à travers le temps. Autrement dit, la forêt de Fontainebleau reste la forêt de Fontainebleau à partir du moment où je n'ai aucun mal à en faire le sujet d'une phrase, que ce soit au XVIIIe siècle ou au XXIe siècle. Notre-Dame reste Notre-Dame à partir du moment où son nom recouvre non pas exactement la même réalité, mais recouvre une réalité qui a une forme de continuité. Mais cette solution n'en est pas vraiment une, parce que rien ne nous dit ce qui reste identique, ce qui permet d'identifier Notre-Dame. Euh, imaginons que Notre-Dame ait été entièrement détruite. En fait, on n'a pas besoin de l'imaginer parce que c'est ce qui est arrivé à quasiment à toute la ville de Saint-Malo ou plutôt à la libération de Saint-Malo par les troupes, il me semble, les troupes britanniques. Euh, bon, les British n'ont pas fait dans le détail, ils ont rasé la ville, ils l'ont tellement bombardée qu'il n'y avait plus un immeuble qui restait debout. Est-ce que Saint-Malo existe encore? La réponse est oui. Mais quel est le critère qui permet d'identifier Saint-Malo? Est-ce le fait que la ville soit restée euh, en place, qu'on ait reconstruit la ville sur le site historique de la ville? Est-ce le fait qu'on l'ait reconstruite à l'identique? Euh, toutes ces questions font que l'identité même d'une chose est complexe. L'identité d'une chose demeure une énigme. À partir de quel moment peut-on dire qu'une chose reste
elle-même reste telle qu'elle. C'est très difficile d'approcher cette question puisque ni le critère de la forme, ni le critère de la matière, ni le critère de la localité, très clairement, pour reprendre un exemple géographique, la presqu'île de Manhattan s'appelle d'un nom indien, là où vivait une tribu indienne qui avait nommé cette presqu'île Manhattan. Bon, euh, que reste-t-il du Manhattan de la tribu amérindienne qui vivait sur cette presqu'île avant la colonisation euh, hollandaise et britannique de cette presqu'île? Pas grand-chose, si ce n'est le nom. Et ici, on voit bien que le nom ne suffit pas à restituer l'identité d'un lieu. Donc, voilà où nous en sommes. Et le problème est le suivant. Euh, Si on doit prendre la question de l'identité au sens strict, c'est ce que remarquait un philosophe présocratique, un philosophe qui est un philosophe grec qui a vécu avant Socrate, Héraclite. Si on doit prendre la question de l'identité au sens strict, alors on doit remarquer que rien n'est identique à soi, si ce n'est dans l'instant, mais dès qu'il y a durée, dès qu'il y a du temps qui s'écoule, euh, tout change. Rien n'est parfaitement identique à soi à travers le temps. Héraclite va écrire cette phrase qu'on trouve dans un recueil de fragments. euh, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Effectivement, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve parce que l'eau ne cesse de couler. Et l'eau sert ici de métaphore au temps. Euh, Moi-même, si vous voulez, je ne suis pas tout à fait le même que celui que j'étais au début de cette vidéo. Le nombre de mes cellules dans mon corps a très probablement changé. J'ai un peu plus digéré mon déjeuner, euh, etc., etc., etc. J'ai vieilli. J'ai vieilli, ne serait-ce qu'en l'espace, ou plutôt que dans la durée d'un quart d'heure. Tout change, tout change, et le changement continu des accidents, dirait Hobbes, fait que nous ne pouvons pas, non seulement une chose ne peut pas être soi, ne peut pas être elle, mais plus encore, un individu vivant ne peut être lui par le changement continu des accidents. Et à cela va s'ajouter le problème, et vous me voyez venir, le problème euh, des individus doués d'esprit, doués de conscience. Est-ce qu'un un être vivant capable de souvenir, capable de mémoire, n'est pas sans cesse modifié par la conscience du temps qui s'écoule et par les souvenirs qu'il va accumuler? Autrement dit, est-ce qu'il n'est pas toujours plus qu'il n'était auparavant, au sens où la durée qu'il va vivre dans l'intervalle où il prendra conscience du passage du temps, va ajouter quelque chose à sa conscience? Autrement dit, il y aurait toujours déjà, pour des individus doués de conscience, euh, même d'une conscience minimale, hein, comme celle de la plupart des animaux doués de mémoire, mais plus encore peut-être pour l'être humain qui est doué d'une conscience réfléchie, qui est capable en fait de
se souvenir volontairement et non, d'être simplement stimulé mémoriellement, par, des circonstances extérieures comme par exemple un chien qui va vous reconnaître, mais, est-ce que le chien est capable de faire l'effort volontaire de se souvenir pour, rêvasser? Au fond, on n'en sait pas grand-chose et on peut même en douter. Alors que l'être humain, si, l'être humain est capable, de, vivre, au fond rattaché, à son passé. Alors, voilà où, au fond, nous en sommes à présent. Nous avons, montré qu'il y avait, une différence entre, le principe d'identité qui caractériserait, les, réalités inertes, les choses, et les, êtres doués de conscience et peut-être plus encore les, êtres doués de conscience réfléchie. Nous avons tout de même montré que même dans le cas, des choses, même dans le cas des objets inertes, l'idée, de l'identité, n'allait pas forcément, de soi. Il est extraordinairement compliqué, de savoir, si, Notre-Dame est la même, qu'au Moyen Âge, est la même que, sous, le régime de Viollet-le-Duc qui va lui rajouter, une flèche, et cetera, et cetera. Donc même l'identité, des choses, semble poser problème. Mais alors, quand un être a conscience de la durée, qui, s'écoule dans son existence, alors cette conscience du temps qui passe va forcément entraîner une modification, hein, de son état actuel. Autrement dit, effectivement, je ne peux pas être le même, à 20 ans, qu'à, 30 ans, parce que tout simplement, j'aurais, si tout se passe bien, vous aurez, vécu, des événements, heureux, malheureux, dramatiques, tragiques, étonnants, surprenants, merveilleux, qui auront tout simplement modifié la conscience que vous avez de vous-même par, via le souvenir, via, ce que, Nietzsche appelle dans, la seconde considération inactuelle, le boulet, du passé que, l'on traîne derrière soi. Autrement dit, il faut se demander, ce qui, dans, la durée, reste identique à soi et ce qui change. Alors, Aristote, dans, le livre, heu, des catégories et dans le livre Gamma de, la métaphysique, nous l'avons un petit peu vu dans le cadre du cours sur le langage, va trouver, une solution au problème, de l'identité. Solution, dont la critique, en fait, va, occuper une bonne partie du cours. Quelle est cette solution? La solution, d'Aristote consiste à dire que ce qui est réellement dans, toutes les choses qui sont, hein, qu'elles soient animées ou inanimées, c'est ce qu'Aristote va appeler la substance. La substance est précisément le critère qui va permettre d'individuer une réalité qui va permettre de dire: «Ceci est le même que ceci». Autrement dit, voilà, je, pars, faire des courses, je pars de chez moi faire des courses et quand, je reviens, eh bien ma compagne va être en mesure de dire: «Mais oui, c'est le même Dumont, qui est parti, il y a, une demi heure, faire des courses». Ce principe d'identité, c'est la substance. La substance est, ce qui, existe indépendamment
de tout ce qui peut modifier cette substance, de tout ce qui peut caractériser cette substance à titre de qualité. J'existe indépendamment de mon âge qui peut changer, indépendamment de ma couleur de peau qui peut changer grâce au bronzage, indépendamment de ma taille, hein, j'étais plus petit quand j'étais plus jeune, indépendamment du nombre de mes cheveux, j'en avais plus quand j'étais plus jeune, indépendamment du nombre de mes dents, je peux voilà, être pris dans un combat de boxe qui tourne mal, indépendamment du nombre de mes rides, indépendamment de tous mes souvenirs, puisqu'ils ne vont cesser de se modifier à mesure que je vivrai d'autres événements, indépendamment de tout ce que Aristote va appeler des accidents, c'est-à-dire ce qui se rapporte à moi, mais qui est dépendant de moi, à savoir ma taille, mon âge, le nombre de mes cheveux, etc., etc. Tout ça, ce sont mes qualités, ce sont mes propriétés, ce sont des attributs qui se rapportent à moi en tant que sujet. Eh bien, cette substance, c'est le critère qui va servir, effectivement, c'est le critère qui va servir de principe d'individuation. Alors, le problème qui se pose à ce moment-là, et c'est un problème dont Aristote a parfaitement conscience, il est double. Premièrement, puis-je savoir ce que c'est que ma substance, indépendamment de tous les accidents qui, qui se rapportent à moi, qui sont inscrits en moi. Effectivement, je ne suis pas ma taille, par exemple, ou je ne suis pas mon sexe, ou je ne suis pas mon âge, ou je ne suis pas ma couleur de peau, ou je ne suis pas la totalité des livres que j'ai lus et dont je me souviens. D'accord, mais que suis-je? Que suis-je indépendamment je ne sais pas moi, de mes vertus, de mes vices, de mes défauts, de mes petites lâchetés, de mes souvenirs, de tout ce qui va constituer au fond ma personnalité. Au fond, que sais-je de ce que je suis vraiment, à part par l'intermédiaire des accidents qui me caractérisent? Aristote ne va cesser de dire dans le livre Gamma de la métaphysique que la substance n'est certainement pas la somme de tous les accidents de la substance. Autrement dit, je ne suis pas caractérisé par la totalité de mes accidents, puisque je suis autre chose que mes accidents. J'existe de manière indépendante de mes accidents. Mes accidents n'existent pas de manière indépendante à l'égard de ce que je suis. C'est pour cela que je peux changer. C'est pour cela que je peux changer tout en restant le même. Mon âge, évidemment, va changer. Je peux perdre un doigt, je peux perdre un bras, je peux perdre un œil, mais je resterai, d'une certaine manière, moi. Je resterai ce que je suis. D'accord, mais que suis-je? Si ce n'est un certain nombre d'accidents inhérents en moi. Autrement dit, que puis-je connaître de moi, à part mes accidents? Le problème est donc que ce que je suis semble être totalement vide, totalement abstrait, totalement, euh, comment dire, totalement muet, et ce que je suis en réalité, euh, c'est ce que j'ai, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés qu'on peut rapporter à moi. Mais ce que je suis en tant que substance reste une question insondable,
mystérieuse et probablement aporétique, c'est-à-dire sans réponse. Je ne suis pas autre chose que la totalité des accidents qui vont me caractériser et former ma personne. Et pourtant, ces accidents peuvent changer, ces accidents peuvent disparaître, être remplacés par d'autres, et cela sans que ma substance, c'est-à-dire sans que moi, je sois affecté dans mon identité personnelle. Je resterai le même malgré le changement. On sent que Aristote a bien compris le problème, mais effectivement, la question est de savoir ce qu'il y a à connaître derrière la substance, et la réponse est à l'évidence, hein, comme nous le verrons à travers un texte de Pascal. Quand je me demande ce que c'est que le moi, je suis bien en peine de répondre parce que si je suis beau, bah, je peux rester moi-même en perdant ma beauté. Si je suis jeune, bah, je peux rester moi-même en perdant ma jeunesse. Si je suis, euh, si je suis inculte, eh bien, je peux rester moi-même en me cultivant. Si j'étais lâche, je resterai moi-même en trouvant mon courage, etc., etc., etc. La question de l'identité personnelle ne peut pas se résoudre dans le critère de la substance. Et pourtant, nous avons du mal à trouver une autre solution que la solution aristotélicienne de la substance. Alors, l'autre problème qui se pose, et pour cela, nous allons voir un texte de Jean-Jacques Rousseau. Euh, Nous allons voir cela la prochaine fois. L'autre problème qui se pose est de savoir si il ne faut pas distinguer entre être et être soi-même. Autrement dit, chacun de nous est ce qu'il est. C'est ce que nous avons vu notamment avec le texte de Roman Ingarden sur l'ontologie des objets réels, hein, dans ce texte, je crois que c'est l'alinéa 38 de l'œuvre d'art littéraire. Euh, une chose est ce qu'elle est. Une chose ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. C'est le principe d'identité et de non-contradiction et du tiers exclu qui caractérise l'identité de tout étant, c'est-à-dire de tout ce qui est. Que ce soit moi, une chaise, un avion de chasse, bref, le réel ne peut pas être autrement qu'il n'est, il est intégralement déterminé. Et donc on pourrait se demander si ça vaut vraiment la peine de se torturer les méninges pour savoir si l'on peut vraiment être soi-même. À l'évidence, la question euh, révèle qu'il s'agit de se demander davantage, de se poser une autre question que celle de la simple identité. C'est celle d'une identité authentique. Être vraiment soi-même, ça ne signifie pas se demander comment on perdure à travers le temps, comment on reste ce qu'on est euh, à titre de chose, à titre de corps. Euh, la question qu'on se pose, en fait, c'est de savoir si la conscience que nous avons de nous-mêmes peut être adéquate ou doit être adéquate à ce que nous sommes en réalité. Or, ce que nous sommes en réalité dépend d'une connaissance authentique que nous pouvons avoir ou non de nous-mêmes. Sommes-nous capables de nous connaître nous-mêmes? Alors, c'est la question que nous examinerons avec un texte dont je crois nous avons déjà lu quelques extraits dans le cadre du cours sur la culture, un texte qui ouvre
second discours de Jean-Jacques Rousseau, à savoir le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Un texte où Rousseau va commenter la devise qui était inscrite au fronton ou sur l'une des colonnes du temple de Delphes, Gnotis Euton, connais-toi toi-même, hein, en grec ancien. Euh, c'était la, on pourrait dire, c'était la devise de Socrate. Et ce que va dire Rousseau, c'est que c'est la question la plus importante que se soit jamais posée l'humanité, ou plutôt c'est l'ordre que l'humanité, l'ordre le plus important, le plus, euh, le plus décisif et le plus essentiel que l'humanité se soit jamais donné. Et c'est cet impératif euh, auquel l'être humain semble le plus incapable d'obéir. Donc voilà, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée et merci à ceux qui sont attentifs dans le suivi de ce cours.